Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous y sommes et ce matin, comme annoncé, nous avons deux invités avec nous en studio. Ferdinand Messan Haïté, le directeur de publication du journal L'Alternative. Encore une fois, bonjour. Bonjour, merci, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, il n'est pas seul, je l'avais aussi annoncé dès l'entame de cette édition. Fabrice Pétiesi, bonjour. Bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs. Et je rappelle, vous êtes le directeur de publication du journal Le Libéral. Alors, à quoi servent les casques bleus en Afrique, Ferdinand? C'est la question qu'Alpha Condé a posée hier à Guterres. Mais les casques bleus en Afrique servent à maintenir la paix. C'est leur mission initiale. Maintenant, la question est de savoir si vraiment ils arrivent à maintenir la paix en Afrique. On voit bien que Alpha Condé faisait allusion à la situation au Congo. Congo démocratique, Congo il y a démocratique. plus de 20 000 casques bleus, mais une situation suffisamment désastreuse sur le plan sécuritaire. Mais en même temps, il ne faut pas accuser les autres. Il faut se prendre en charge. Il faut se prendre en charge parce que vous voyez les Africains qui vont en France plaider, faire des plaidoyers pour qu'on leur donne de l'argent pour faire la sécurité dans leur pays, c'est quand même incroyable. Alors que nous sommes assis sur des richesses inépuisables, on va solliciter de l'argent pour même établir des pièces d'identité pour nos concitoyens. Alors la question n'était pas posée aux Nations Unies parce que les casques bleus qui sont au Congo démocratique ne sont pas financés par les Africains, c'est financé par peut-être les puissances occidentales. Vous avez vu tous les tours qu'on est en train de faire au monde pour chercher de l'argent pour le G5. Le G5 Sahel. Au Sahel. Les Africains n'ont pas d'argent. Il a fallu que Macron aille au Qatar ou c'est pas en Arabie Saoudite demander 100 millions d'euros pour compléter ce qui manquait. Et donc je pense que les Africains doivent cesser d'accuser les autres et travailler parce que si nous travaillons à avoir des forces de l'ordre ou à avoir des armées républicaines, il n'y aura pas de crise, on ne sera pas obligé d'aller chercher des casques bleus Bangladesh ou c'est pas pakistanais pour venir faire la paix en Afrique. À quoi servent nos militaires? À quoi servent nos militaires quand vous allez dans les casernes après qu'on pose les travaux? Oui, généralement, c'est à l'éclatement d'un conflit ouvert que ces casques bleus interviennent. Oui, mais à quoi servent nos militaires? À quoi ça sert nos militaires? Lorsque vous allez dans les casernes, une fois qu'on monte le drapeau le matin, tout le reste du temps, ils font la corvée ou bien ils jouent aux cartes et tout ça. Et donc, il faut que nos armées participent réellement au développement de nos continents. Vous avez vu des armées comme l'armée égyptienne qui fait des ponts, c'est une armée de métier, qui travaille, qui construit les écoles. Génie civil, très développé là-bas. Le génie civil. Vous avez l'armée algérienne qui est l'une des plus puissantes armées en Afrique, c'est d'ailleurs la plus puissante en termes d'effectifs, de matériel et tout, qui travaille au développement du pays. Et puis, pour le reste, les gens sont là. Vous avez vu au Mali ce qui s'est passé. C'est une armée. Il a fallu que quelques individus arrivent avec des boubous et des tapettes pour que toute l'armée soit effondrée. Parce que tous ces militaires étaient dans le trafic de drogue. Vous comprenez? Ils étaient dans le trafic de drogue, dans les affaires, dans tous les trafics. Surtout dans le Sahel, oui, la partie plus vaste et désertique. À partir de notre pays ici, il y a une enquête d'ailleurs qui l'a démontré, il y a énormément de tabac, des cigarettes qui passent ici, qu'on introduit dans le pays arabe à partir de nos ports ici. Et donc, tous ces officiers qui ont fait des grandes écoles, Saint-Cyr et tout ça, ils étaient là à faire les trafics. Et quand les gars sont arrivés avec les boubous et leurs kalachnikov, toute l'armée s'est effondrée. Il a fallu que les Français viennent pour arrêter que Bamako ne soit pas prise par les terroristes. Donc, il faut que nous construisions de véritables armées. Il ne suffit pas d'aller accuser l'ONU, qu'est-ce que les casques bleus font. Effectivement, oui, mais ces armées républicaines arrivent quand même à dompter et à discipliner les populations en interne. Oui, c'est-à-dire que la conception... Oui, oui, mais maintenant, Fabrice, est-ce que l'Afrique, la question que le président Alpha Condé avait posée d'abord, c'était le président Joseph Kabila qui l'a posée au cours d'une conférence de presse de plus de 2 heures, parce que ça fait 5 ans qu'il a encore rencontré la presse. Alors, M. Alpha Condé a repris cette même question à l'endroit de M. Antonio Guterres. Un éveil de conscience au niveau de l'Afrique? Oui, bon, moi je crois que c'est un débat qui est lancé par rapport à l'efficacité des casques bleus sur le terrain. D'abord, il faut retourner à l'étimon pour savoir dans quelles circonstances les casques bleus ont été mis sur place au niveau de l'ONU. Vous savez qu'au niveau de la Société des Nations,
il n'y avait pas de casque bleu et on a estimé que ça a été une faille qui a permis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, dorénavant, avec l'ONU, on a mis sur pied une force. L'ONU a à sa disposition une force. Bon, pas qu'il y a un camp quelque part où les militaires de l'ONU ou des casques bleus sont, mais à chaque fois qu'il y a un problème, les pays se cotisent en termes d'effectifs pour pouvoir répondre. Mais à l'époque, quand vous prenez là les années 45, vous savez qu'il y avait des sortes de guerres où il y avait possibilité que deux pays s'affrontent. Par exemple, le Togo et le Bénin peuvent avoir un conflit. Et là, la réaction des casques bleus était plus facilitée dans la mesure où il suffit de venir se mettre au niveau des frontières, une force tampon pour pouvoir régler le problème. Mais aujourd'hui, ce qui rend compliqué et difficile l'action des casques bleus sur le terrain, c'est que, par exemple, quand c'est dans un pays qu'une crise est ouverte, où c'est les fils du même pays qui s'attaquent, qui s'entretuent, je crois que ça n'a pas la même destruction, les mêmes conséquences que lorsque deux pays sont en conflit ou diplomatiquement on peut régler tout cela. Et donc ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui on se pose la question de savoir c'est quoi effectivement quand ils vont sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font, parce qu'il y a des conflits qui durent et qui durent. Le cas de Congo RDC où on a 20 000 effectifs. Bon, c'est les Congolais qui s'entre-déchirent entre eux. Qu'est-ce que les casques bleus peuvent faire si même en Côte d'Ivoire, il a fallu quand même que Sarkozy donne l'ordre à l'armée française de frapper avant que la crise là ne s'arrête ici. Oui, et vous voyez. Il y avait des casques bleus dans ce pays. Et justement, en Côte d'Ivoire, à un moment donné, même ça a donné l'impression d'un parti pris. C'est-à-dire que c'est des fils ivoiriens qui s'affrontaient. Et puis, bon, on a l'impression que la communauté internationale a apporté son appui à travers ces casques bleus-là à un autre camp, quelque chose comme cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, la question mérite d'être posée pour voir exactement, parce qu'il ne faut pas oublier également que c'est beaucoup d'argent qu'on mobilise pour pouvoir à gérer ce genre de situation dans les différents pays. Oui, mais doit-on faire remarquer que les casques bleus sont beaucoup plus présents en Afrique que dans d'autres pays? Parce que je pose cette question, sinon il y a un conflit ouvert au niveau de l'Irak, en Syrie, un peu partout dans le monde, mais les casques bleus ne sont pas très visibles comme le cas en Afrique, Ferdinand. Non, ça dépend de la réalité. Il y a des forces onusiennes au Liban depuis plus de 20 ans qu'on appelle la FINUL, qui sont là-bas, parce que le Liban, vous connaissez, le Liban a connu des périodes extrêmement désastreuses de guerre entre chiites, sunnites et chrétiens, parce que c'est les trois composantes du Liban. Et donc, ces forces sont toujours là aujourd'hui. S'il y a nécessité de déployer des forces de l'ONU, ils déploieront. Il y en a eu dans les Balkans. Et donc, c'est aujourd'hui, malheureusement, sur le continent africain qu'il y a énormément de conflits et où on a besoin de protéger des gens. C'est vrai que les missions ne sont pas parfois efficaces. Mais qu'est-ce que les Africains eux-mêmes font? Moi, c'est la question. Il ne suffit pas d'aller dans une conférence, de faire des déclarations tapageuses ou à l'emporte-pièce. En Afrique de l'Ouest, on avait essayé les Comores à l'époque. Au temps de la guerre civile au Libéria. Ouais, qu'est-ce que le Comore est devenu? Est-ce qu'on a pensé en faire une force permanente ou bien une force en alerte qui peut réagir à tout moment au cas où il y a un conflit? Il faut y travailler. À l'UA, c'est tout un continent. C'est 53 ou 54 pays. Où est-ce qu'on a pensé vraiment mutualiser des forces de certains pays pour avoir une force en attente? Oui, peut-être les ressources humaines, on en dispose, mais peut-être les moyens logistiques et financiers manquent. Mais c'est quoi les moyens logistiques et financiers? Quand il faut aller acheter des armes pour mater les populations, on a de l'argent, mais on n'a jamais de l'argent pour constituer une force de la paix nous-mêmes. Vous savez combien les Africains dépensent dans l'achat des armes? Vous imaginez un peu ce que ça coûte à nos budgets et tout ça. Mais je pense que on manque de vision dans ce domaine-là. Et on a sous-traité cet aspect aux Occidentaux. Avec les puissances... Tout comme il y a un débat, par exemple, en Europe, où les gens disent on ne peut pas continuer par sous-traiter notre sécurité à l'OTAN. Et qu'il y a des gens qui plaident à ce que l'Union européenne elle-même ses propres forces. Donc vous avez vu tout le débat qui a eu lieu en France. La France était sortie de l'OTAN avec le général de Gaulle qui avait qualifié de machin, qui sont retournés après. Donc il y a
permanemment ce débat-là, mais aux Africains de se prendre en charge. Si on dit à chaque État de mobiliser 100 ou bien 1000 hommes, ou bien 150 hommes, et que bon, on dégage sur chaque budget, par exemple, à la CEDEAO, chaque année, chaque pays donne 200 millions pour constituer une force. La force ne sera opérationnelle que lorsqu'il y a un conflit. Oui. Mais tant qu'elle n'est pas opérationnelle, elle est là dans l'armée régulière. On ne consomme pas le budget ou l'argent qui est... Elle est là dans l'armée régulière. Oui. Mais le jour où il y a un conflit, en quelques semaines, on peut déployer cette force. On peut la regrouper sur un territoire et puis la déployer. Donc on a le matériel, on a tout. Donc c'est une question de volonté politique des chefs d'État de la région. Oui, cette volonté politique, peut-être ça commence par prendre. Le Togo a été à la tête donc du Conseil de paix de l'UA, réélu encore, je crois, vendredi ou samedi. Alors, Prestige joue bien une mission dont le Togo fait déjà des preuves. Oui, bon, je crois que l'argumentaire développé en tout cas par les diplomates togolais par rapport à cette réélection, c'est en fonction quand même de la contribution du Togo au maintien de la paix aussi bien en Afrique que dans le monde. On venait en parler d'ailleurs. Il y a beaucoup de forces togolaises dans les différentes missions des Nations Unies et autres. Mais au-delà du tout, il faut comprendre que généralement dans ces instances-là, parfois c'est tournant, c'est-à-dire que lorsque il y a le mandat d'ailleurs est limité pour certains, c'est un peu l'équivalent du Conseil de sécurité au niveau des Nations Unies. Et donc parfois c'est tournant, mais il peut y avoir peut-être certains critères qui peuvent amener à ce qu'un pays puisse siéger plutôt qu'un autre. Mais bon, de toutes les façons, de façon globale, le mandat du Togo finira, un autre pays viendra. Et donc, ça se passe un peu comme ça. Mais avez-vous senti ce que le Togo a pu faire au cours de son premier mandat? Oui, mais je crois qu'ils ne sont pas seuls. Il y a également beaucoup d'autres pays. Donc, ce n'est pas un bilan à imputer exclusivement au Togo. Comme cela, c'est à l'institution. Mais quand même, c'est lui le chef. De façon globale. Est-ce que c'est lui le chef? Je ne sais pas. Hein. Mais je crois qu'il a été plutôt réélu comme membre de l'institution. Mais bon, est-ce qu'il y a un chef là-bas? C'est pour ça que je dis ça fonctionne un peu comme le Conseil de sécurité au niveau des Nations Unies. Il y a des mandats qui varient en fonction des pays et autres. Donc, on ne peut pas dire... qu'est-ce que le Togo a fait principalement par rapport à sa présence là-bas, mais il justifie que le compte tenu du fait que le Togo contribue beaucoup. Oui, donc, mais Ferdinand, doit-on quand même se taper la poitrine que le Togo fait la fierté, disons les soldats togolais font la fierté de la nation dans les différentes missions à travers le monde? Le Togo participe à des missions au Mali actuellement, peut-être au Darfour. Bon, l'ONU est satisfait de ces genres de missions. Ce que nous disons, c'est que ce qu'ils apprennent dans ces missions, les valeurs de paix, tout ça, quand ils reviennent au pays, il faut les appliquer. On ne peut pas aller faire la paix ailleurs tout en maintenant sa propre population dans les répressions. C'est ça le contraste avec les militaires togolais. Et ils sont suffisamment déployés sur les terrains d'opération, sur les opérations de maintien de la paix. On leur apprend les valeurs, ils sont formés, mais dès qu'ils sont au pays, ils n'hésitent pas à taper sur les gens, à massacrer les gens. Et donc ça pose un problème. Autre constat que nous avons fait, en tout cas, j'échangeais il y a quelques jours avec deux confrères au niveau de Bamako. Ils nous ont laissé entendre ceci, que il y a beaucoup de missions de l'ONU aujourd'hui au Mali, surtout vers le nord. Les Sénégalais, les Tchadiens sont très bien traités par leur pays, ou disons les responsables hiérarchiques au niveau de l'armée ou bien de ces missions déployées. Mais ils ont constaté qu'au Togo, c'est comme si on met les soldats dans des conditions très difficiles, notamment logés parfois dans des magasins avec beaucoup de difficultés pour eux sur le terrain. Même les équipements que portent les Maliens, disons les Tchadiens, les Sénégalais, n'ont rien à voir avec les Togolais qui sont déployés aussi sur le terrain. Oui, c'est un problème permanent. Je crois que nous, on avait plusieurs fois écrit là-dessus, des gens qui sont revenus des missions, je crois, de la Côte d'Ivoire, où ils n'ont pas été renumérés à la hauteur de ce qui se passe. Et il y a eu des grincements de dents, il y a eu des mouvements d'humeur, on les a dispersés dans les casernes, c'est-à-dire on les a affectés pour qu'ils ne puissent pas protester. Affectation punitive peut-être? Non, pas punitive, on les a dispersés, c'est pas punitif. Et le Togo est toujours accusé de ne pas donner suffisamment de moyens à ses forces de mission de paix. Il semble qu'il y ait un business autour de cette affaire qui profite à leur
supérieur. Et en plus, l'armée togolaise n'a pas réellement un statut, ce qui fait que le traitement n'est pas vraiment celui-là. Et bon, on dit souvent que pour ceux qui sont déjà allés à ces missions de paix, qui nous ont fait des confidences, si on doit leur payer 10 millions à la fin de la mission, on paie à certains 6 ou 7 ou d'autres 5 millions. Ça crée vraiment des frustrations. Bon, et vous savez que tout le processus même de désignation pour aller à ces missions-là est un processus parfois biaisé. Il faut être en bon terme avec son chef de garnison, il faut faire... Autrement dit, la corruption s'invite dans cette affaire. Mais si, il y a des gens qui sont dans l'armée qui ont déjà été à 4 missions, d'autres ne sont jamais allés à une seule mission, et ça se passe tous les jours. Et donc, il y a des frustrations, et je pense qu'il faut essayer de voir tout ça. Une fois, vous vous rappelez, on avait donné de l'argent pour qu'on puisse transporter les troupes togolaises. C'était quoi à l'époque de Titi Pina, ils ont pris la route et les gens ont eu des problèmes en route, il y a eu des accidents. Et tout ça crée pas mal de problèmes. Parfois, les bus qui les transportent ne sont pas des bus en bon état. Je pense qu'il faut regarder tout ça et puis améliorer les conditions de ces gens-là. Oui, est-ce qu'il y a possibilité de faire arrêter cette affaire-là et traiter les Togolais qui abattent du bon boulot sur le terrain et les mettre dans les mêmes conditions que les autres forces? Oui, mais bon, il faut aussi dire que à l'extérieur, même lorsque vous vous retrouvez à une conférence internationale, c'est pas seulement l'armée togolaise. C'est-à-dire que même entre confrères, lorsque vous vous retrouvez parfois à certains rendez-vous, vous voyez le niveau de vie des autres, pas compatriotes, mais les autres confrères. Des autres confrères qui viennent d'autres pays. Parfois, c'est pas la même chose. Même les diplomates aussi vous diront la même chose. Que par exemple, les Gabonais, les Congolais, tout est question de la façon dont c'est organisé au niveau du pays. Alors, on dit, qu'est-ce que les tests disent? Par exemple, au niveau des diplomates, on va vous dire... Et par exemple, qu'au niveau des Ivoiriens, on leur donne tout leur argent pour que ce soit eux-mêmes qui louent l'appartement qu'ils souhaitent louer pour pouvoir résider dans l'autre pays. Et donc, vous comprenez que quand on vous remet, par exemple, votre argent pour que ce soit vous qui choisissez là où vous voulez habiter, vous ne ferez pas la même dépense que celui à qui on dit trouver un appartement et l'État paye. Ouais, donc, ce qui fait qu'à un moment donné, ça donne l'impression comme si... les autres s'en sortent mieux et vous non. Mais en ce qui concerne l'armée, je crois que depuis qu'on parle de ça, je crois que l'ONU est là. Ce n'est pas un problème qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi ils ne réagissent pas? Est-ce que chaque état-major a la possibilité de s'organiser comme il veut? Je n'en sais rien. Je ne maîtrise pas comment ça se passe. Je sais également que lorsque... par rapport aux avantages que ces militaires-là ont, bon, vous avez eu des pays comme la Côte d'Ivoire où bon, la mission ne représentait pas un très grand danger, où quand même on a senti des grincements dedans, où certains donnaient l'impression comme si on favorisait certains dans l'armée qui allaient beaucoup plus à des missions et qui revenaient. Vous voyez un quartier comme Atitikopé, vous allez comprendre que beaucoup qui sont allés en mission se sont tapés quelques lots de terrain là-bas et des trucs comme cela. Mais une mission comme au Mali... C'est bien, mais peut-être le traitement en matière de finances n'est pas le même au niveau des autres pays. Alors que au niveau de l'ONU, il n'y a pas de discrimination. Oui, c'est ce que je dis. Les casques bleus sont traités à la même enseigne. Est-ce que l'ONU verse l'argent à l'état-major togolais et il revient maintenant à l'état-major togolais de rémunérer ces soldats déployés, ou alors est-ce que l'ONU devrait payer directement, leur donner de l'argent directement? C'est pour ça que je dis, si nous on a l'information, c'est que forcément les Nations Unies ont également l'information. Donc ça voudrait dire que s'il y avait une anomalie quelque part, c'est vrai que les gens ne sont pas logés pratiquement à la même enseigne quand vous calculez et tout cela et autres. Vous prenez, nous n'avons pas le même SMIC d'un pays à l'autre, mais c'est de l'argent lié à une mission. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Et vous n'allez pas me dire ici que les Nations Unies n'ont pas l'information que nous avons, qu'il y a graissement des dents au niveau parfois des casques bleus togolais qui y vont. Mais maintenant, il faut chercher à savoir comment ça s'organise. Est-ce que l'état-major a la possibilité de modifier le traitement qui devait revenir aux uns aux autres? Est-ce que c'est chaque pays qui s'organise ou alors ça devait être la même chose et que quelque part
l'argent est ponctionné ou est retenu. Je crois que c'est des éléments qu'il faut avoir avant d'apprécier exactement ce qui se passe. Et Fabrice Kettiesi, je reste toujours avec vous. Le chef de l'État est dans son 3e mandat, mais sur le plan politique, il y a beaucoup de remous. Au niveau de la santé et de l'éducation, il y a toujours crise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh oui, il y a toujours crise. Bon, je crois que c'est dans l'ordre des choses. Hein. Les grèves sont reconnues à tous les travailleurs et dans tous les pays du monde entier, lorsqu'un secteur considère qu'il y a un souci quelque part, forcément ils vont en grève. Au niveau de la santé, vous avez vu, quand vous prenez aujourd'hui la plateforme revendicative, elle n'est pas la même qu'il y a quelques années. Donc ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui a dû changer quelque part, parce que ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus l'intérêt du patient, puisqu'on demande plus de moyens matériels et tout cela et autres. Là-bas, ce n'est pas... Et puis bon, plus également... Ils ne pensent pas à leur propre intérêt, mais cette fois-ci... ce n'est pas une question de revalorisation des salaires ou bien de primes. Or, il y a quelques années, c'est le son de cloche qu'on avait entendu. Et donc aujourd'hui, s'ils pensent... Parce qu'au-delà du fait qu'on te paye un bon salaire, il faudra également que tu puisses rendre, puisque généralement on accuse... Offrir un service de qualité. Un service de qualité. Et si pas votre salaire, vous allez utiliser pour acheter le matériel pour pouvoir soigner les malades. C'est vrai qu'il y a tout un débat sur la gestion de nos structures sanitaires au niveau du Togo. Mais je crois que c'est une revendication quand même qui met au centre l'intérêt du patient. C'est-à-dire nous, les éventuels ou bien les probables patients, c'est notre intérêt qui est beaucoup plus mis en jeu là-bas. Et c'est normal qu'on puisse aller en grève pour ça. Donc maintenant, il faut trouver une solution. Vous savez qu'actuellement, ils sont en train d'expérimenter l'approche contractuelle. Est-ce que ça peut résoudre ce problème-là? Et je crois que si vous êtes payé et vous n'avez pas le matériel pour travailler, bon, c'est comme si c'est vous qui ne faites rien, quoi. Oui, mais Ferdinand, voilà, ce sont les agents de santé qui portent aujourd'hui l'amélioration des conditions de travail. Autrement dit, le matériel qu'il faut dans les hôpitaux. Est-ce leur mission ou bien c'est plutôt un devoir régalé du gouvernement? C'est un devoir du gouvernement. Si ce sont maintenant les praticiens hospitaliers qui en font la demande, ça veut dire que quelque part, le gouvernement n'a pas été à la hauteur de sa mission. Moi, je ne comprends pas pourquoi depuis bientôt 8 ans ou 7 ans, cette histoire de grève est aussi permanente, aussi bien dans l'éducation que dans la santé. Depuis 2011. Oui, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur de leur mission dans le gouvernement, où le gouvernement est dépassé par les événements. On ne peut pas chaque année faire face à des grèves intempestives dans l'éducation et qu'aujourd'hui, le système éducatif au Togo est devenu un système clochardisé où on ne sait même pas comment on forme les enfants, comment on forme les jeunes, quel est leur niveau. Parce que tous ces jours de grève ont des impacts sur l'enseignement qu'on donne, la qualité de l'enseignement qu'on donne aux enfants. Maintenant, sur le plan de la santé, on a vu tout le bruit que le syndicat, le Synfot, a organisé ici depuis des années pour qu'on puisse améliorer les conditions de soins et pour les patients, mais rien n'a été fait. On est resté dans des solutions de replâtrage, on a commandé des choses qui n'ont jamais fonctionné. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que depuis le nord du Togo jusqu'à Lomé, il n'y a pas de scanner? Mais dans les centres publics, centres de santé publics. Oui, mais des pays comme le Burkina, il y a des scanners par région et par district. Aujourd'hui, s'il y a un malade, par exemple, à Tapan ou à Kara, les gens vont à Djougou, au Bénin, pour faire le scanner. Ou soit on amène les gens jusqu'à Lomé ici. Si vous avez la chance, vous arrivez à Lomé vivant, vous n'avez pas la chance. On n'a pas d'hélicoptère médicalisé. Mais attendez, il faut chercher les ambulances d'abord, comme Fabrice le dit. Et donc on ramène les gens à Lomé et lorsque vous arrivez à Lomé, dans les CHU, ça ne fonctionne pas. Il faut aller à l'hôtel des lits, il faut aller soit à la clinique Saint-Joseph, ou il faut aller à Biassal ou Wassino aussi. Comment se fait-il que des gens qui sont dans le privé arrivent à acheter des scanners
de qualité, je sais pas, 600 millions, je sais pas quoi, et qui fonctionne. Mais l'État n'arrive pas. L'État ne peut pas doter toutes les régions. C'est-à-dire chaque région d'un scanner et veiller à ce que ces scanners fonctionnent normalement. C'est pas une question. Est-ce qu'il existe même des cadres appropriés pour abriter du moins ou avoir Oui, mais il faut reconstruire tout ça. On ne peut pas comprendre que depuis près de 60 ans, 70 ans, ce que les Blancs nous ont laissé comme hôpital, c'est ça que nous utilisons. Vous savez que l'hôpital de Tokouin, le CHU de Tokouin, oui, c'était le premier site de l'aéroport qu'on a après transformé. Après, on a conçu l'hôpital. Et donc, on peut pas... Au temps du premier président? Non, à l'époque coloniale. Ah, oui, c'était le premier site de l'aéroport. Et donc, on ne peut pas comprendre que si les Blancs qui ont fait ça se réveillent aujourd'hui, ils vont voir qu'on n'a même pas mis une brique dessus. Ça veut dire que nous vivons inutilement. Alors que dans d'autres pays, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, Ouattara, en deuxième mandat, a construit plusieurs hôpitaux avec du matériel de dernière génération. Et nous avons les moyens de faire ça. Il suffit Vous seulement... pensez on a les moyens au Togo? Ce pays est extrêmement riche, on a des moyens de faire ça. Il suffit juste pour que les secteurs vitaux, qu'on oriente de l'argent vers les secteurs vitaux que sont l'enseignement, la santé. Je vous donne un exemple. Vous savez combien l'armée togolaise pèse sur le pays? 20% du PIB. Vous imaginez ça? Vous imaginez qu'on mette 20% des ressources du pays dans l'armée, alors que le Mali qui est en guerre est à 2%. Le Mali qui est en guerre est à 2%. Maintenant, ces 20%-là, on ne sait pas si ça va vraiment vers l'armée pour l'amélioration des conditions des militaires, ou il y a des gens qui sont derrière, qui ramassent ça, ils en font autre chose. Maintenant, quand on déploie autant d'argent dans le budget pour l'armée, il n'y a pas d'argent pour la santé, il n'y en a pas pour l'école, il n'y en a pas pour, je ne sais pas, les domaines prioritaires, vous voyez. Et donc, il y a des arbitrages à refaire, il y a des choses à refaire pour que le pays puisse avancer. Vous voyez comment ça se passe. C'est tous les secteurs vitaux du pays qui sont en train de tomber en lambeaux. L'éducation est aujourd'hui totalement à terre, la santé est totalement à terre, et il y a d'autres domaines où il y a des grèves. Ça veut dire que sur le plan social, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Oui, mais est-ce qu'on doit imputer cela forcément au gouvernement? Attends, mais c'est eux qui ont la responsabilité, c'est eux qui sont là. Ils sont là, qu'ils aient été élus ou pas, c'est eux qui sont là. Quand le Premier ministre dit dans son discours qu'ils font des efforts, un gouvernement n'est pas là pour faire des efforts. Un gouvernement est là pour faire des projections et avoir des résultats. C'est ça. Si pour dire que le gouvernement est là pour faire des efforts, tout le monde fait les efforts. Vous faites aussi des efforts. Un gouvernement fait des prévisions et a des résultats au bout de son mandat. Et anticipe sur les événements. Ah, mais évidemment, on ne peut pas gérer une grève pendant 8 ans. Il y a un problème. On ne peut pas se lever chaque année. Nous sommes des pères d'élèves. Nous tous qui sommes ici. Que vos enfants aillent à l'école, revenir à la maison en disant papa, il n'y a pas d'école aujourd'hui, et qu'on gère ça pendant 8 ans et qu'on n'arrive pas à régler le problème. Ça pose vraiment... Oui, mais quand même, pays, ils sont passés à d'autres réformes. Par exemple, en France aujourd'hui, ils sont déjà dans la réforme du bac. Ils sont déjà dans la réforme du bac. Aujourd'hui, on décide en France que les élèves ne passeront plus que 4 épreuves au bac et puis le reste sera un contrôle continu. Nous avons pris le bac qui dure déjà depuis 200 ans. On élimine les gens en classe de première. On fait croire aux gens que parce que vous avez échoué à l'école, vous avez échoué dans la vie. Mais il faut réformer l'enseignement pour éviter de former tout le temps des chômeurs, des gens qui se retrouvent au campus. On leur bourre le crâne, ils sortent après, ils ne peuvent prendre aucune initiative. Alors qu'il y a du travail dans le pays. On peut former des menuisiers, on peut former des maçons, on peut former des techniques. Vous savez, dans 10 ans, oui, il y aura plusieurs emplois qui vont disparaître. Et le chômage va augmenter en Afrique à cause de la numérisation. Il y a des emplois qui vont disparaître. Il ne faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, en Europe, il n'y a plus personne pour vendre le carburant dans les stations d'essence. Vous venez, vous mettez votre carte de crédit, vous tapez le carburant que vous voulez, vous partez. Même au niveau de la CET, avec cette affaire de cash power, il n'y a plus d'agents qui vont se promener de maison en maison pour relever les trucs sur les consommations sur les compteurs. Mais quand même, parlant du secteur de l'éducation, Fabrice, vous avez été enseignant dans le passé, ce que je sache. Est-ce qu'aujourd'hui, leurs conditions de vie ont plus ou moins été revues? Oui, bien évidemment. Moi, j'ai quitté l'enseignement en 2012. Est-ce que j'avais comme salaire? Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont restés, c'est pas là, c'est le jour et la nuit. Mais bon, ça ne voudrait pas dire que ceux qui réclament également doit s'apparenter à de l'exagération, non. Puisque c'est des revendications que le gouvernement même reconnaît légitimes. Donc tout à l'heure, Ferdinand parlait
du gouvernement qui ne doit pas faire des efforts mais des prévisions. C'est vrai, c'est ce qui devait être. Mais on sait et quand trouver même, des solutions pointues à toutes oui, les on sait quand même d'où on vient. Est-ce que tous ces problèmes-là, on pouvait les régler ici et maintenant? Je crois que les enseignants même sont conscients qu'on ne pouvait pas les régler ici et maintenant, mais sauf qu'il fallait quand même prendre des mesures ou planifier du moins les solutions qui devaient venir progressivement. Dans certains domaines au niveau des primes, ça a été fait, ou alors d'autres choses n'ont pas été faites, ce qui fait oui, que... mais ces primes faites, d'accord, mais quand même, comment expliquer alors le fait que ce secteur soit toujours mis à rude épreuve par la grève intempestive chaque année? En fait, c'est parce que c'est l'enseignement qu'on a l'impression que c'est le seul secteur qui a des problèmes, mais non. Tout à l'heure, on a parlé du secteur de la santé. Vous avez vu des grincements des dents dans la fonction publique. Sauf que lorsque les enseignants entrent en grève, l'impact, ça se ressent tout de suite. C'est les élèves qui retournent à la maison et quand carrément qui sont dans les rues et autres. Donc, je crois que c'est un peu ça la particularité. Donc, ce n'est pas seulement l'enseignement. Mais est-ce que le gouvernement prend la mesure de la situation? Mais pourquoi il ne prend pas la mesure de la situation, puisque toi-même tu as passé des sons ici où ils ont mis sur pied un comité qui devrait discuter, trouver des solutions et chaque année ça se passe. Après, il y a quelque chose qui augmente, mais c'est toujours de l'insatisfaction. Moi, je taquinais un camarade enseignant hier, il disait, j'ai dit, mais quand j'ai vu en tout cas la revendication des praticiens de la santé, j'ai dit, mais vous, très souvent, c'est vos primes. Mais quand on vient, les salles de classe, tout comme les hôpitaux datent de Mathusalem, il y a beaucoup de salles de classe. Quand vous prenez le lycée de Tokoin, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Oui. Mais bon, vous avez de gros effectifs, mais vous n'en parlez pas. C'est vrai qu'il revient au gouvernement de construire des salles de classe. Peut-être que lorsqu'ils auraient fini d'avoir toutes leurs primes, ils ouvriront les yeux. Aujourd'hui, les programmes scolaires, ça pose problème. Mais bon, les syndicats ne reviennent pas là-dessus. Ne pensent pas à cela. Ils ne reviennent pas là-dessus. Je crois qu'au-delà de leurs primes également, il faut peut-être par moment essayer de faire un clin d'œil aux élèves aussi. Tout comme les médecins sont en train de le faire aujourd'hui. Oui, bien évidemment, les médecins disent nous n'avons pas du matériel pour soigner. Oui. Et ils peuvent se contenter de ça, mais il y a la conscience professionnelle qui gêne. C'est-à-dire que vous avez un salaire, mais vous allez au boulot, vous n'avez pas les outils qu'il faut pour faire le boulot. Mais au niveau des enseignants, les revendications, c'est forcément... Les salaires perçus en 2012 ne sont plus les salaires perçus aujourd'hui, mais... Oui, il y a une augmentation. Si vous allez au niveau du ministère de l'économie, on va vous donner les chiffres, il y a une augmentation. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils revendiquent, c'est de l'exagération, puisque le gouvernement même trouve ça légitime, sauf qu'ils estiment que par rapport à, je ne sais pas, à ce qu'ils ont comme... à ce qu'ils ont dans la caisse. Peut-être qu'ils ne peuvent pas prendre en compte certaines revendications. Maintenant, je crois que c'est à ce niveau, ça se joue. C'est un problème de confiance. Oui, mais vous avez dit que tout à l'heure, les enseignants portent des revendications. D'accord, mais ils doivent penser aussi à la qualité de ce qu'ils donnent en compensation. En fait, ce que je suis comme les médecins sont le fait. Ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire, effectivement, on parle de 8 ans de grève. Oui. Mais quand vous observez toutes ces années-là, on a l'impression que le problème de l'enseignement se résume au salaire ou aux primes des enseignants. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous avez vu à un moment donné, les médecins et les enseignants se sont mis ensemble pour faire les revendications. À l'hôpital, on parlait également des primes par rapport à la garde, des salaires, etc. À la garde. Mais aujourd'hui, ils mettent l'accent sur le matériel qu'il leur faut. Et vous n'allez pas me dire qu'à part le problème de salaire dans le secteur de l'enseignement, il n'y a plus rien. On peut vous payer 1 million, vous avez 120 élèves ou 150 élèves dans la salle, vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. Oui, Ferdinand, c'est de bonne loi que les enseignants pensent aussi aux apprenants qui sont à leur charge. Oui, bien évidemment. Le cadre de travail aussi doit être amélioré. Vous connaissez... vous avez une idée de nos écoles, de nos lycées et tout ça. Parfois, certains ne sont même pas fournis de toilettes et tout. Et vous allez à l'intérieur, les enfants sont encore sur des bâtiments qui sont délabrés. Il n'y a même pas de toit. Assis à même le sol. Oui, et ça, c'est près de 60 ans après les indépendances, avec toutes les richesses qu'on a dans ce pays, on n'a pas suffisamment travaillé. Et ça, il faut le dire. Et donc, les enseignants ont aussi la responsabilité d'interpeller les gouvernants sur la question du cadre. Mais on ne remarque pas cela avec
Oui, nous sommes dans une société qui est en train d'aller à volo. Vous savez, aujourd'hui, dans nos pays, plus personne ne s'occupe des bibliothèques, plus personne ne s'occupe de je ne sais pas quoi. Les gens sont sur leur téléphone portable. Les laboratoires. Les gens ne lisent plus. Il y a plus d'églises et de mosquées que de bibliothèques et d'hôpitaux. Vous tournez dans les coins, chacun crée son église, chacun crée sa mosquée. Et nous sommes en train d'aller à volo. Vous n'allez rien construire de sérieux avec ça. L'Afrique ne peut pas se développer avec des choses comme ça. Il faut travailler. Il faut travailler et il faut pousser les gens à travailler. Tant que vous ne travaillez pas, mais les lignes ne vont pas bouger. Les Blancs seront obligés de vous dire, mais vous êtes un pays de merde. Parce que chez eux, vous savez, les Européens ont connu près de 200 ans de modernité. Aujourd'hui, ils sont à autre chose. Ils sont dans l'intelligence artificielle. Les gens créent des poupées sexuelles qui font aujourd'hui des trucs en Afrique. Et les gens créent des trucs. Mais en Afrique, on n'a même pas encore commencé la scolarisation. Il y a des gens qui sont encore dans les villages qui n'ont pas accès à l'école. Le taux d'analphabétisme est encore élevé. Et donc, nous sommes loin de ces gens-là. Nous sommes loin de ces gens-là. Même. Oui, mais quand même, nous parlons d'émergence. Oui, quelle émergence? Avec les SMIC de 35 000. C'est avec 35 000 francs que vous... Studio avec nos deux invités de ce matin. Il s'agit de Ferdinand Mensah-Ité du journal L'Alternative et Fabrice Pétiesi du Libéral, du journal Le Libéral. C'est les deux qui sont avec nous ce matin. Alors tout à l'heure, Ferdinand, j'étais avec vous et on parlait donc de la situation dans le monde et vous disiez que les gens risquent de perdre leur boulot sous peu si vraiment le pays ne s'adapte pas à ce rythme de technologie. Oui, mais il faut faire des réformes dans l'enseignement, dans l'éducation, parce qu'aujourd'hui... on est plus... Le train n'attend pas, hein. Le train je sais pas, c'est des TGV. Il y a 5 ans, on n'utilisait pas les téléphones intelligents comme on avait aujourd'hui. On avait des Nokia, des je sais pas quoi. Les Siemens, les Motorola. Aujourd'hui, avec le téléphone, tu peux tout faire. Tu peux acheter, dans certains pays déjà, les caissières ont disparu dans les grands magasins. Il n'y a plus de caissières. Et donc, il y a certaines choses qui vont disparaître. Donc, il faut réformer, il faut aller très vite, il faut réformer l'enseignement. Si les Français décident aujourd'hui de réformer le bac et de faire seulement 4 épreuves et de faire le reste en contrôle continu, c'est parce qu'ils savent qu'il faut adapter l'éducation aux réalités aujourd'hui. Mais nous avons des ministres, nous avons des gens qui sont payés dans les ministères qui ne font aucune réflexion. Ils gèrent juste le quotidien. On amène le papier, on signe, on fait ceci. Il n'y a pas de cellule de réflexion pour proposer des projets ou des programmes pour réadapter ces programmes-là. Donc il faut aller très vite. Moi je pense que sinon on risque d'avoir des soucis. Est-ce que forcément ça doit être une étape à franchir avant d'aller à l'émergence? Ou bien l'émergence doit précéder? Quelle émergence? Il faut arrêter les histoires d'émergence. C'est le langage que les Africains ont transporté sur leur tête. Mais oui, je crois que la question de l'émergence, c'est un concept, c'est un programme qu'on établit sur un certain nombre d'années, ou je ne sais pas. Mais ce qu'il faut dire, effectivement, aujourd'hui, le monde va très vite et il faudra qu'on puisse s'adapter. C'est pour cela, moi, je parlais tout à l'heure des programmes scolaires. Quand vous prenez aujourd'hui le programme de français, par exemple, au niveau du collège, vous allez voir qu'il y a des chapitres où c'est seul l'enseignant qui va se dire que, bon, aujourd'hui, le télégramme, par exemple, ça figure toujours dans le programme, mais c'est l'enseignant qui peut se dire que, bon, on n'en a plus besoin aujourd'hui, mais ça figure toujours dans le programme. Le télégramme, le téléx, ce sont des choses qui n'existent plus. Oui, bon, aujourd'hui, quand vous prenez même le WhatsApp, SMS, tout ça, là, on se demande si ces outils-là, on n'en a plus besoin. D'ailleurs, à la poste, ça n'existe même plus, mais ça existe toujours dans le programme. Or, ce n'est pas un programme d'histoire. Et donc, je crois qu'au-delà, c'est pour cela que je dis, le problème de l'enseignement, c'est vrai que la question des salaires des enseignants, de leurs primes, a tellement capitalisé les esprits que parfois les gens, ça donne l'impression aux gens comme si c'est le seul problème que l'enseignement a. Non, il y a bien d'autres problèmes. Oui, mais le chef de l'État avait annoncé une assise dans ce secteur pour réformer foncièrement le système, mais ça n'arrive toujours pas. Oui, elle n'est pas venue, malheureusement, mais bon, il y a eu aussi des assises dans d'autres domaines où bon, ça n'a pas donné l'impact que ça devrait également donner. Et tout ça, je pense que c'est les décisions politiques qui doivent amener à cela. Ça ne veut pas dire que rien n'est fait. Mais je crois que c'est la célérité avec laquelle les choses sont faites, c'est-à-dire que il y a beaucoup de problèmes. Les salles de classe, on en construit chaque année, mais toujours la population africaine, enfin, oui, africaine en général, togolaise en particulier aujourd'hui, la jeunesse, ça croit. Et l'UTT, par exemple, les écoles privées aujourd'hui, l'État ne pourrait pas gérer tout ce beau monde-là par rapport à cette Oui, mais voilà, Ferdinand disait tout à l'heure, il fallait quand même prévoir les choses et faire les choses par anticipation. Oui, vous avez vu, on a eu des années où le pays semblait s'arrêter. Et aujourd'hui même,
C'est-à-dire le débat n'est pas sur les questions de développement, on fait plus de débats sur le plan politique. Et le plan politique, Donc, et le plan politique, voilà, le le Togo connaît beaucoup de crises encore cette semaine. La coalition va manifester dans les rues de Lomé et de beaucoup de pays, villes à l'intérieur du pays. Mais ce qu'on constate, un des médiateurs était donc à la tête de l'Union africaine. Aujourd'hui, il n'est plus président en exercice, Ferdinand. Est-ce que automatiquement, Paul Kagame remplace Alpha Condé dans la crise togolaise en matière de médiation? Je ne sais pas ce qui va se décider à l'UA. Je crois que le sommet prend fin aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on rentre dans une situation un peu bizarre. À moins qu'on accorde une dérogation à Alpha Condé de continuer pas à gérer le dossier togolais. Je ne pense pas que ça devrait être le cas. Mais le constat que je fais, c'est que ce monsieur, depuis le 19, je ne sais pas à quel jour il est rentré dans la crise, en octobre ou en septembre, il a passé tout son temps à ne même pas régler les préalables. Ce qui a fait que le dialogue n'a jamais démarré. Et la situation d'aujourd'hui est même pire qu'elle ne l'était en termes de violation des droits de l'homme sécuritaire. Même le leader du PNP aujourd'hui n'est pas libre de ses mouvements. Et donc, on pourra dire facilement qu'il n'a rien réglé en termes de préalables. Or, si lui n'avait pas déblayé le terrain, l'autre ne pouvait pas rentrer en action. Et donc, on est bloqué. Donc, je crois que ceux qui vont au-delà de ce constat peuvent comprendre aujourd'hui ce jeu bizarre que ce monsieur Alpha Condé a mené. Et je vous avais dit, ou j'avais dit sur dossier à plusieurs reprises, que ce monsieur ne m'inspirait pas confiance parce que c'est Faure Gnassingbé qui allait le chercher pour rentrer dans le dialogue. Or, le président ghanéen a été mandaté par les chefs d'État de la CEDEAO. Et son approche est une approche son approche était une approche plus structurée et il avait des obligations de rendre compte à ses pairs, alors qu'Alpha Condé est venu en solo. Et donc vous avez vu qu'il a foutu les choses en l'air. On n'a pas évolué fondamentalement. On a amené les gens, sont allés à Paris, sont allés après à Conakry, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a des dates qu'on a avancées, mais rien n'a bougé. Mais maintenant, il passe le témoin à Paul Kagame. Paul Kagame, qui n'est pas démocratiquement un modèle, il a développé son pays, certes, mais il fait 20 ans déjà au pouvoir. Oui, voilà, il est déjà fait troisième mandat. Et donc, on ne sait pas ce qui va se passer, mais bon, ça ramène, on se pose des questions. Oui, et là, la crise va perdurer aussi longtemps qu'on ne trouvera pas de médiateur, ou bien à un moment donné, les Togolais peuvent s'entendre. Oui, mais est-ce que vous pensez que la solution venait du médiateur? Je crois qu'on a longtemps eu les débats là-dessus pour dire qu'ils sont là juste pour recadrer certaines choses, mais en réalité, les Togolais doivent comprendre que s'il doit y avoir solution à la situation politique qu'on a aujourd'hui, ça ne peut que venir de la bonne volonté des Togolais. Alpha Condé, moi je ne sais pas s'il faut lui reprocher quelque chose. Alors, en tant que président de l'Union africaine, il s'est saisi d'un dossier. Donc ça voudrait dire que ce n'était pas forcément... il s'est auto-saisi ou bien on lui a demandé de le faire? Qui lui a demandé? C'est dans quel communiqué de presse tu as lu? On a demandé à Alpha Condé... peut-être le chef de l'État avait fait le tour entre-temps. Et... Non, mais quand vous prenez la crise congolaise d'il y a quelques années avec Edem Kodjo, il y a eu un truc officiel, on dit, bon voilà, l'Union africaine a désigné Edem Kodjo pour être médiateur dans la crise congolaise au niveau de la RDC. Ça, c'était officiel. Mais je crois qu'aujourd'hui... Alpha Condé est le président. Et oui, c'est pour cela que je dis, mais à l'époque, pour envoyer un médiateur au Congo, ce n'est pas le président de l'Union africaine qui est allé. C'est-à-dire l'Union africaine a mandaté un ancien secrétaire général de l'OIA pour être médiateur dans cette crise. Dans le cas du Togo, ce n'est pas ça. Moi, je crois qu'il s'est saisi de l'affaire, c'est-à-dire qu'en tant que président de l'Union africaine, il se passe un problème dans un pays, il ne pouvait pas se taire. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il ne l'est plus, il cède le dossier à Paul Kagame qui est là. Mais maintenant, Paul Kagame aussi peut se dire, bon, dans la mesure où il est déjà imprégné des réalités togolaises, Paul Kagame peut lui confier une mission. Il dit, bon, gère-moi le dossier togolais où je ne sais pas comment ça va se faire. Mais au niveau du Ghana aussi, bon, les gens ont suspecté des acquaintances avec Paul Kagame et c'était la même chose aussi au niveau du Ghana. Bon, les gens ont aussi dit que le Ghana, il a des acquaintances avec, c'est un ami de longue date de Faure Gnassingbé et tout cela et autres. Mais qu'à cela ne tienne, dans tout ça là, moi je crois qu'il reviendra. Vous avez vu, l'opposition, ils sont allés, ils ont fait un tour au Ghana, ils ont ramené une date, il n'y a même pas eu de commentaire sur cette date-là qui était prévue. Le pouvoir n'a pas réagi. Le pouvoir n'a même pas réagi. On a l'impression comme si on était dans une logique du genre, bon, vous dites qu'il y a le dialogue s'ouvre, eh bien, allez-y, alors qu'on sait que le dialogue... Donc ça veut dire que c'est deux communs accords, on devait s'entendre sur
une date pour le dialogue. On ne peut pas aller ramener une date comme cela de l'extérieur. Et parce que je me dis que si les deux parties avaient été consultées pour avoir cette date-là, même si... Mais finalement, donné, où se trouve la mauvaise foi pour que le dialogue démarre? La mauvaise foi... Oui, c'est à quel niveau? Elle est dans tous les camps, parce que dans la mesure où on est sur un terrain politique. Ouais. Et donc je crois qu'à un moment donné, le gouvernement a fait pas bon. Avec l'initiative du Premier ministre qui a demandé aux gens, venez, on va échanger sur qu'est-ce qui va être dit au dialogue, comment ça va se faire et autres. Les autres ont mal pris ça. Maintenant, eux, ils sont allés ramener une date de l'extérieur. Les autres ont fait comme si ça ne les concernait pas également. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'on peut faire défiler les chefs d'État de l'Union africaine ou au niveau de la CEDEAO. Si à un moment donné, au niveau du Togo, au niveau des deux camps, ça ne bouge pas, oui. on risque voilà. Finalement, si au niveau des deux camps, ça ne bouge pas, oui. Ce qui inquiète l'Union africaine et ses institutions sous-régionales, c'est le problème de stabilité. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des problèmes où les populations... Il ne faudrait pas qu'il y ait un conflit ouvert. Mais si c'est stable, bon, chacun gère ses problèmes. Donc maintenant, nous, on sait pertinemment que nous avons un problème politique qu'il faut solder. Et donc, il faut qu'il y ait un sursaut patriotique des deux côtés pour qu'on puisse au moins faire ce dialogue-là et savoir si on pourra s'entendre ou ne pas s'entendre sur oui, ceci étant, la coalition exige un certain nombre de préalables, de mesures d'apaisement, selon elle. Alors, finalement, si le pouvoir togolais fait libérer tous les détenus, est-ce faire réellement entorse aux procédures judiciaires? Non, pas du tout. Je ne pense pas que ce soit de la mer à boire pour le régime. Encore que même des gens qui ont été tués par les militaires, la coalition ne demande pas qu'on traduise les militaires devant les tribunaux. Et donc, si on faisait le parallélisme des formes, il y a des gens, des militaires qui sont rentrés dans les maisons, qui ont frappé les gens, qui ont fait des trucs, on les connaît. Il y a des vidéos. Donc, la coalition peut aussi dire qu'il faut traduire ces militaires devant les tribunaux. Mais je pense que les gens ne veulent pas en réalité dialoguer parce que on a pris des gens, on a jeté des gens en prison. Je donne par exemple le cas des jeunes de Nouéké qu'on a pris. Dans certains dossiers, il y a pratiquement pas... Joseph et ça, tout ça. Dans certains dossiers, il n'y a pratiquement rien, mais on les maintient en prison. Il semble qu'il y a une autorité qui a dit quelque part que bon, il y a un là, et pourquoi il est de telle région, pourquoi il n'est pas avec nous, on va le punir un peu. C'est quoi ces genres d'histoire? Donc je crois qu'il faut libérer ce qu'on peut libérer, donner des gages, et puis bon, aller au dialogue pour essayer de solder ces problèmes-là qui minent le pays et qui plombent les activités. Mais moi, si vous voulez avoir mon avis, franchement, je ne suis pas très optimiste sur cette histoire de dialogue. Moi, je ne pense pas que ça va donner grand-chose. Je ne crois pas que ça va donner grand-chose. Peut-être un accord à minimum. Mais quand même, c'est un passage obligé. Oui, je ne dis pas de ne pas y aller, mais je dis en tant que journaliste, je n'y crois pas trop. C'est-à-dire, je n'y crois pas quand vous voyez la manière dont les choses se passent. Donc, on verra bien. Certainement qu'il y aura dialogue, mais qu'est-ce que le dialogue va accoucher? Est-ce que ce serait une souris? Ce serait mais il y a quand même des signaux, des alertes qui ont été données. Ne pensez pas aller au dialogue, discuter du départ du chef de l'État ou bien faire ceci ou cela. Je crois que c'est sur la table de négociation, autour de la table de négociation, où chacun posera ses exigences et il y aura des discussions. Quand vous allez à un dialogue, c'est forcément que certains laissent tomber des choses, d'autres cèdent aussi des choses. Donc, on ne peut pas aller à un dialogue pour dire, bon, moi j'ai les muscles, vous donnez tout, vous ne donnez rien. Donc ça, ce n'est plus un dialogue. Donc on verra bien. Le cadre électoral n'est pas encore amélioré ou bien revu, réformé. Cependant, le gouvernement prépare activement et à une vitesse de croisière d'ailleurs même les élections. Ce que M. Agbo Nicolas a dénoncé tout à l'heure. Oui, mais à part le référendum qui est entre parenthèses par rapport à la situation actuelle, mais je crois que les élections législatives, c'est dans l'ordre normal des choses. C'est le délai. Ça fait 5 ans pour les députés. 2013-2018, en principe, on devrait avoir. Le mandat tire vers la fin. Le mandat tire vers la fin, donc on doit renouveler l'Assemblée nationale. Maintenant, le cadre électoral, est-ce qu'il y a des problèmes que ça pose? Maintenant, il faut aller à des réformes et peut-être faire comme en 2013. Et donc, je crois que forcément, ça doit être... Aller à une réformette? Oui, ben, moi je crois que la question du dialogue aujourd'hui, ça devient un peu comme un pis-aller pour l'opposition, hein, parce que moi je crois qu'à un moment donné, l'opposition était un peu en position de force. Et je crois que c'est en ce moment qu'il fallait saisir l'occasion du dialogue. Mais malheureusement, le temps est passé. Aujourd'hui, les manifestations continuent. Donc c'est pour cela que je considère que tout le monde a besoin de ce dialogue-là. C'est le passage obligé
pour pouvoir, parce qu'aujourd'hui l'opposition également ne peut pas décider d'arrêter les manifestations. Puisque l'objectif... Ce n'est pas possible. Puisque l'objectif de manifestation n'est pas atteint. Et Ferdinand, l'opposition ne peut pas arrêter les manifestations dans le pays? Non, je crois que c'est la seule arme qu'ils ont, le seul moyen de pression. Donc ils ne peuvent pas arrêter le moyen de pression tant que ce qu'ils recherchent. Ou bien la population constitue, les manifestants constituent un couperet sur leur tête? Non, pas forcément ça. C'est-à-dire que les manifestations visaient des objectifs précis. Ouais. Si ces objectifs ne sont pas atteints et que vous annulez les manifestations, c'est comme bon, vous avez rangé vos armes. Vous avez abdiqué. On va vous poser des questions. Mais on avait un objectif, on ne l'a pas atteint. Pourquoi vous arrêtez? C'est pour cela que je dis aujourd'hui, le pouvoir a besoin de ce dialogue-là pour ramener un peu le calme, puisque quand ils iront au dialogue, forcément, l'opposition également peut trouver un élément là-dedans pour pouvoir parler à ses militants pour dire voilà, on suspend en attendant de tester leur bonne foi, ceci ou cela. Donc c'est pour ça que je dis, excusez-moi, tout le monde a aujourd'hui besoin de ce dialogue-là pour se tirer d'affaire. Pour se tirer d'affaire. 22 21 80 99 92 02 80 63. On va prendre le premier intervenant qui est en ligne avec nous. Allô? Bonjour. Ah là là, quelques soucis. Oui, nous vous écoutons maintenant. Oui, allez-y. Bonjour les invités. Bonjour. Je voudrais vous demander, en tant que journaliste, combien d'écoles l'État a fermées? Oui. Combien d'écoles fermées? Primaire plutôt, primaire officielle. Il y a certaines écoles qui sont fermées, je ne sais pas pourquoi, je voulais savoir. Et je ne sais pas si votre antenne, le coach à mon moment disait que c'est le cas qui a fait l'État au bas la fois passée pour ça, mission à 2 millions. Je voulais savoir pourquoi on ne peut pas investir dans le secteur de l'éducation. Les enseignants, les médecins qui sont en grève tout le temps. Qu'est-ce que cette formation donne à l'État pour qu'il fasse des choses? D'accord, merci beaucoup. Bien noté pour vous. On prend le dernier intervenant qui est aussi en ligne. Allô? Bonjour. C'est Kossi? Ah d'accord, oui, nous vous écoutons. Bonjour aux invités. Oui. J'ai aimé votre équité de discussion. Mais je voudrais savoir pourquoi le président ne vous emploie pas des interviews, vous les journalistes. Et par moment, il a dit qu'il a ces canaux d'information. Pourquoi vous êtes des journalistes sur le terrain et une partie de ces journalistes sont au centre du président et au finish, on ne vous considère pas dans la globalité. D'accord. Merci beaucoup, et c'est fini. Alors, Fabrice, oui. Pourquoi le chef de l'État, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais invité la presse togolaise pour débattre avec elle des questions propres au Togo? Bon, on aurait aimé qu'il le fasse, mais la loi ne l'oblige pas. Maintenant, en ce qui concerne les interviews, je crois que professionnellement, un journal sollicite une interview et puis l'intéressé peut accepter l'accorder ou pas. Vous avez une fois vu? Moi, personnellement, au niveau de mon journal, je n'ai jamais fait, depuis que Faure vous n'avez pas pris l'initiative? Je n'ai jamais pris l'initiative d'adresser un questionnaire d'interview au chef de l'État pour savoir s'il va dire oui ou non. Je ne sais pas si les autres confrères l'ont fait. Oui, Ferdinand, c'est vrai que la loi ne l'oblige pas, mais est-ce que le chef de l'État a été là? Il a une obligation morale. À partir du moment où vous gérez un pays, il faut rendre compte aux citoyens. On lui demande de faire l'état de la nation chaque année devant le Parlement, il n'a jamais fait. Et puis après, c'est eux qui disent aux gens il faut respecter la Constitution. Et vous voyez, tout ça, c'est surréaliste. Et bon, on ne veut pas parler aux journalistes parce que, bon, moi je sais qu'il y a des amis, par exemple le confrère de Liberté, qui ont adressé un protocole d'interview à la présidence. Ils n'ont jamais répondu.
Oui, Liberté même a publié les extraits de certains trucs. Ils n'ont jamais répondu. Et donc, c'est parce que les gens pensent qu'ils n'ont pas de compte à rendre aux Togolais. Et donc, mais quand ils vont à l'extérieur... Ou bien la presse togolaise ne fait pas du bon boulot. Pourquoi la presse togolaise ne fait pas du bon boulot? Nous, on a reçu, par exemple, des prix un peu partout dans le monde. Fabrice, il fait du bon boulot. Son journal est devenu bien hebdomadaire. Il fait 10 pages. Si vous lisez les journaux de la sous-région, mais on n'a rien de commun. Extraordinaire. Lisez les journaux béninois, lisez les journaux camerounais, vous allez voir. D'ailleurs, les journaux béninois, les une seule en disent non. On peut pas. Il n'y a pas de. Je sais pas comment dire ça. Il n'y a pas de braqueur de la presse dans la région, à part ces pays que je cite là. Les gens, au Cameroun par exemple, chacun crée son journal pour régler les comptes à son prochain. Ça n'a rien de professionnel. Et donc ici, on fait un boulot, on n'a pas les moyens, mais on essaie de faire un boulot de bonne qualité. Lisez juste les journaux, comparez avec les autres pays, vous verrez ce qu'il y a dans ces journaux. Et on attend de voir peut-être le service de communication est à l'écoute. Si on verra dans les prochains jours si le chef de l'État va pouvoir s'offrir ce luxe d'accorder une interview à la presse togolaise, ne serait-ce que 2 ou 3, peut-être, on verra bien. Alors, le gouvernement a offert 3 millions de francs au coach Armand Pognon pour former des Togolais, mais pour l'auditeur, ne doit-on pas dépenser ces fonds-là pour autre chose parce qu'il y a beaucoup de grèves, de mouvements de débrayage dans des secteurs? Si vous voulez avoir mon avis est très très amer et tranché par rapport à ces vendeurs d'illusions qui viennent dans nos pays, qu'on appelle coach, qui sont souvent des Béninois, qui viennent ici raconter leur vie et se mêlent des histoires de nos pays. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se respecte au Togo. Il faut véritablement qu'on se respecte. Moi, je n'accepterai jamais ouvrir quoi que ce soit à ces gens de personnes. C'est des vendeurs d'illusions. Ils sont sur les chaînes au Bénin, ils racontent des conneries et puis ils osent venir chez nous ici pour le faire avec de l'argent public. C'est-à-dire de l'argent du Togo, qu'on peut servir, ces 3 millions peuvent servir à couvrir un toit d'une école perdue, je ne sais pas où, dans un village quelque part. Et donc ce monsieur vient ici raconter sa vie. Ah oui? Est-ce que vous pensez que des Togolais peuvent aller au Bénin pour charger les hommes politiques béninois, insulter les opposants et raconter les histoires, qu'ils ont la science infuse et que c'est eux les spécialistes de... Ils sont coachs de quoi? Ils sont coachs de quoi? C'est quoi leur... Ils sont coachs de quoi? C'est leur profession en fait. C'est quoi cette profession? Mais il faut que ça s'arrête. Non, dans tout pays au monde aujourd'hui, les grands leaders ont des coachs. Les Béninois, mais laissez les Togolais. Les Togolais n'ont pas besoin de coaching. Moi, je l'écoute très souvent sur vos antennes ici et ailleurs. Il parle de coach et que comment les gens vont créer des entreprises. La prochaine fois qu'il viendra, Joachim, je voudrais que tu lui poses une question à mon nom. Lui-même, là, il a créé combien d'entreprises? Avec toutes ces connaissances de coach qu'il a, il a créé combien d'emplois? À part les coachs qui deviennent encore des coachs, qui forment d'autres coachs. Alors, est-ce que c'est des coachs, finalement, c'est des coachs qu'on a besoin forcément? Non, posez-lui cette question. Tous ceux qu'il a eu à former, quand il fait le bilan, ils ont créé combien d'entreprises et ils ont recruté combien de personnes? Il ne faut pas qu'on se foute de la gueule des gens. La théorie, tout le monde peut aller télécharger des trucs sur Internet ou lire des trucs confectionnés, un truc vénère. Et vous pensez que si le gouvernement togolais n'a pas cerné le fond de la chose, je ne sais pas si c'est le gouvernement, je ne sais pas sur c'est lui qui a dit que le gouvernement... C'est lui-même qui a dit à l'antenne. Je ne sais pas. Est-ce que vous savez qu'au CHU Toko là-bas, on a besoin de 1 million pour réparer certaines choses. On a besoin de 500 000 pour réparer certaines choses, pour sauver des vies. À la maternité là-bas, on a besoin d'acheter des lits qui ne vont pas coûter 3 millions pour sauver les enfants. On donne 3 millions à un kidam, à un petit plaisantin qui arrive ici et qui va dans un hôtel et vient raconter sa vie. Et vous voulez que nous, Togolais, on accepte ces genres de choses? Moi, je veux vraiment m'assurer des faits parce qu'en réalité, ce n'est pas mauvais ce qu'ils disent aux gens, hein. Mais quand à un moment donné, il le dit... En tout cas, il amène beaucoup de gens à être beaucoup plus positifs et à admettre qu'il y a de l'espoir. Il est censé former des gens qui créent des entreprises. C'est une chaîne d'escrocs. Je te demande qu'ils nous disent combien d'entreprises lui-même il a créé, à part... de toute façon, quand il sera là, nous lui poserons la question comme vous m'avez chargé de la lui poser. Ferdinand, merci d'être venu chez nous ce matin. Fabrice, merci. Merci à toi et merci aux autres. Voilà, messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Et donc, nous allons retrouver tout à l'heure Jacob Rama pour le journal en EV à 9h. À 13h, nous serons là tout comme à 18h. Excellente semaine à toutes et à tous avec beaucoup de sourires. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com.
ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.